Bonjour Ariel. Bonjour Karim. Pour commencer, 4 petites questions. La première, la notion de transfert culturel est essentielle dans ton analyse. Est-ce que tu peux en résumer le sens et l'importance? J'utilise la notion de transfert culturel en m'inspirant des travaux de Michel Espagne et Michael Wagner. Et ils vont mettre en place ce processus-là pour nous permettre d'analyser la circulation des idées, la circulation des objets, la circulation des productions culturelles d'un territoire ou d'un espace culturel à un autre espace culturel. Et dans cet aspect de circulation-là, ce qui est important, ce sont les acteurs qui vont jouer un rôle déterminant du passage d'un espace culturel à un autre. Et dans les acteurs, on a des acteurs comme les programmateurs, comme des journalistes, comme des éditeurs qui vont s'assurer que l'objet qui va quitter d'un espace culturel à un autre va non seulement être retransmis dans cet espace culturel-là, mais ne va pas conserver sa même connotation que dans l'espace culturel de départ, de son lieu de production. On va être réinscrit dans un nouveau sens dans le lieu d'accueil. Donc, il y a ce rôle déterminant qui vont jouer. Et la notion de transfert culturel, particulièrement dans mon travail, ça me permet d'étudier non seulement le mélange des genres de musique qu'il y a eu comme dans les jeux musicaux dans les territoires d'Afrique centrale, donc le Cameroun et les deux Congos. Mais ça me permet aussi d'analyser les trajectoires que ces musiques-là ont suivies et qui ont été les acteurs dans ces trajectoires-là. Donc, je peux comme ça dépeindre les acteurs institutionnels, les acteurs au niveau des médias, les acteurs au niveau des individus. Donc, ça me permet vraiment de capter le parcours qu'a suivi ces musiques-là en m'appuyant sur les travaux de Michel Wagner et Michael Espace. Merci beaucoup. Que signifie l'expression opérateur d'universalisation que tu reprends à Jean-Loup Amsel? Oui, effectivement, c'est à Jean-Loup Amsel que je reprends cette expression. Il en parle dans ses travaux sur le métissage, dans ses travaux sur le branchement. Et c'est une notion permet de voir les acteurs, les institutions, mais aussi les normes qui vont permettre qu'une culture géographiquement localisée ou socialement localisée ou historiquement localisée puisse être retravaillée, reformulée pour correspondre aux normes dites entre guillemets universelles. Et justement, Jean-Loup Amsel va critiquer le fait qu'il y a des cultures qui d'office sont universelles, ce sont les cultures occidentales. Et il y a des cultures qui d'office sont locales, ce sont les cultures, pour mon travail, des cultures africaines. Donc, il y a des acteurs qui sont des acteurs pour cette universalisation. Ces opérateurs-là, on peut avoir au niveau des institutions, le ministère de la Culture, on peut avoir par exemple, des alliances françaises qui vont jouer un rôle important pour que les cultures locales correspondent aux normes esthétiques de l'universel. On a aussi, même les médias vont jouer un rôle important pour que non seulement ça corresponde aux normes esthétiques, mais que ça corresponde au goût du public occidental. Donc, ces différentes instances qui, à chacun son niveau, va permettre que quelque chose qui est local devienne, entre guillemets, universel, subit le diktat de l'universalisation. D'où vient l'expression sono-mondiale que tu utilises dans le titre de ton livre et que recouvre-t-elle? Sono mondial, je prends cette expression à un journaliste de Actuel, Van Helsing, qui, lors d'une discussion avec les autres membres de l'équipe, dont Jean-François Bizot et d'autres personnes, les artistes aussi, parce que j'ai lu une archive qui disait que dans la conversation, il y avait les musiciens comme Relema, qui va parler de la sono mondiale pour caractériser des musiques qui sont extra-européennes. Donc des musiques qu'on ne peut pas ranger facilement sur les étagères des disquaires. Bon, l'expression la plus popularisée, c'est pas sono mondial, mais c'est world music. Mais en France, la notion qui a d'abord été mise en avant dans les colonnes du journal Actuel, c'est la notion de sono mondial pour parler justement des musiques traditionnelles qui sont arrivées en France et qui cherchent à sortir de l'espace juste des diasporas africaines ou de l'espace elles veulent sortir de l'espace juste africain, mais elles ont du mal à trouver aussi un moyen d'être rangées sur les étagères des disquaires. Donc, c'est une étiquette commerciale
qui fait le parallèle à la world music, parce qu'aujourd'hui, on parle de world music, de musique du monde, des musiques actuelles, mais ça permet de mettre ce fourre-tout de musique qui viennent des traditions locales africaines et qui sont arrivées ici. Mais pas que africaines, parce que dans la sono mondiale ou même dans la world music, on va trouver d'autres musiques qui viennent peut-être du Pakistan, de Israël, toutes ces musiques-là qui ont été travaillées et qui ont migré pour arriver dans les pays occidentaux. Comment définis-tu la notion d'exotisation? Bon, l'ouvrage parle d'exotisme, je parle aussi de processus d'exotisation. Et j'ai lu les travaux de Vincenette Meign, je pense, c'est comme ça qu'elle s'appelle, pardon si j'ai mal prononcé, mais elle revient sur les écrits de Rabelais. Et Rabelais, au XVIe siècle, il écrit le quart-livre. Et dans le quart-livre, il va parler d'une île de nulle part, où Pantagruel et Panurge, ils vont faire une première escale. Et sur cette île-là, ils décrivent des objets qu'ils ont trouvés là, c'est des objets pour eux exotiques. Et exotique, dans ce sens-là, ce que Meign nous dit, c'est que c'est pour décrire des objets qui sont lointains, qui sont inconnus. Mais après, dans le processus de la colonisation, on évolue dans le concept d'exotisme, parce que l'exotique, ce n'est plus juste ce qui est lointain, inconnu, étranger, mais ça devient quelque chose d'étrange également. Donc maintenant, il y a le regard du sujet sur la chose observée ou sur la personne observée. Et après, l'exotisme aussi, ça va encadrer, ça va devenir une nationalité, une personne, une forme. Donc ça prend un visage, l'exotisme. Donc dans le processus d'exotisation dont je parle dans mon travail, c'est tout ce qui va être mis en place en France pour mettre à distance ces musiques-là. Non seulement elles quittent le territoire local, elles arrivent en France, mais maintenant elles sont investies dans un sens bizarre. Les musiques deviennent bizarres, elles deviennent étranges, parce que ce qui est exotique doit être opaque. On ne peut pas lui donner sa connotation ethnographique de base. Il faudrait qu'on ne comprenne pas de quoi il est question et qu'on lui donne le sens que notre imaginaire à nous veut lui donner. Donc, c'est ça le processus d'exotisation. C'est juste le processus par lequel la France a mis un sens aux musiques africaines ou aux musiques de l'immigration, mais un sens qu'elle avait déterminé sur la base des stéréotypes parfois qui venaient des relations coloniales qui continuent de perdurer même dans la période postcoloniale. Merci beaucoup.